nous avons reçu chez Congo Liberty un communiqué de votre part qui annonçait votre candidature à l'élection présidentielle. Et nous avons pensé vous recevoir pour que vous nous donniez un peu plus d'explications. Est-ce qu'il est vrai que vous êtes candidat à l'élection présidentielle? Oui, tout à fait, je suis candidat à l'élection présidentielle de 2016. J'attendais impatiemment cette occasion parce que j'ai des raisons que je vous donnerai tout à l'heure tout au long de notre entretien. Donc je suis effectivement candidat à l'élection présidentielle de 2016. D'accord. Alors nous allons revenir sur cette élection-là. Pour commencer, je voudrais vous poser la question. Est-ce que finalement vous comprenez que les Congolais se posent la question de savoir comment se fait-il qu'on a abandonné le combat sur l'illégalité de la Constitution, on est passé à un autre combat. Finalement, il n'y a pas beaucoup de constance chez les hommes politiques congolais. Non. Ce qui se passe à l'heure actuelle, pour ce qui me concerne, c'est la suite de ce que j'avais toujours pressenti. Tout au début de la marche de ce pouvoir pour en arriver à la décision d'organiser cette élection anticipée, il y avait des signaux et nous les avons observés. J'étais personnellement le premier à avoir dénoncé ce qui arrivait par une lettre que j'avais écrite au président à l'époque en 2013 pour dénoncer le projet de modification, de changement de la Constitution. Et ensuite, j'ai été aussi le premier à avoir fait une déclaration pour dénoncer le processus de recrutement de la milice. C'est-à-dire que tous ceux qui étaient combattants pendant la guerre de 97 et qui étaient abandonnés, et cette fois-ci, on a eu donc on a eu le temps de leur faire l'honneur d'être recrutés dans la milice du pouvoir actuel et qui effectivement a été pour certains formés en Turquie. J'avais donc été le premier à dénoncer ce qui arrivait, ces dérives. Bon, maintenant, en ce qui concerne la modification la modification ou le changement de la Constitution, lorsque le débat était houleux au pays et aussi ici en France, j'ai personnellement écrit au président Sassou pour lui demander l'annulation de ce projet, parce que c'était une aventure, parce que ce projet posait des problèmes à la nation, au peuple congolais, à l'unité nationale. Malheureusement, nous n'avons pas été écoutés. Et aujourd'hui, ce pouvoir est le dos au mur parce que nous avons actuellement trois crises au niveau du pays. Oui, monsieur Sousa, excusez-moi, mais puisqu'on parle de la Constitution qui a été récemment adoptée selon le pouvoir, comment se fait-il que la classe politique aujourd'hui est en train de capituler? Qu'est-ce qui fait que vous couriez derrière l'élection présidentielle et quelle constitution va régir cette élection-là? C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Je vous dis que nous traversons à l'heure actuelle trois crises. Nous avons une crise institutionnelle, nous avons une crise politique et nous avons une crise sur la gouvernance électorale. La première crise, elle est liée au changement de la Constitution de 2002 qui a mis en place les institutions en place. Donc aujourd'hui, si nous étions dans un pays où effectivement il y avait une logique, il y avait une cohérence dans l'action, ce pouvoir serait aujourd'hui hors d'état de nuire. Et par rapport à ça, j'ai conçu une feuille de route de transition démocratique que j'avais transmis aux autorités et les gens qui gouvernent ce monde pour leur donner un signal concernant la situation de notre pays. Bon, donc le fait est là, cette constitution étant changée, le pouvoir est là. Vous êtes d'accord avec moi que le président Sassou a été reçu au COP22 ici. Vous êtes aussi d'accord avec moi que lorsqu'on avait fait l'inauguration d'un site pétrolier à Port-Noire, il était invité. Cela veut dire que c'est un état de fait que nous vivons. C'est un état de fait, bon, mais ça veut dire que vous acceptez de fait cette constitution-là, c'est-à-dire que vous faites avec. Il ne s'agit pas de constitution dans la mesure où nous avons ce vide, et par rapport à ce vide, ce que j'avais demandé, c'était la mise en place d'une transition démocratique afin que nous puissions
préparer correctement les élections, revoir le problème de la gouvernance, mais sachant que le pouvoir étant tout à fait prêt à détruire tous les Congolais, il faut le stopper. La seule manière de le stopper, c'est qu'ils nous ont donné la possibilité d'organiser une élection. Et au cours de cette élection... On va y revenir, excusez-moi, Président Sousa. On va faire le point sur la désobéissance civile. La désobéissance civile avait été déclenchée le 20 octobre 2015. Elle s'est tragiquement terminée. Ça a été un échec, il faut dire les choses comme elles sont. À votre avis, qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, mais ce qui n'a pas marché, c'est le diagnostic que je n'ai cessé de faire. J'ai déjà fait des interventions ici, dans ce pays. Je suis dans le combat depuis 1997. J'étais auprès du président Lissouba. Je sais où on a failli, pourquoi on n'a pas pu repartir au Congo. Et à partir de 2007, j'ai pensé que le président Lissouba étant aujourd'hui dans les capacités de mener le combat, je me suis levé pour moi-même prendre la direction du combat, le combat de notre pays, le combat pour le changement. Vous ne pouvez pas, à l'heure actuelle ou dans n'importe quel pays du monde, j'étais en Tunisie, j'ai visité les pays qui ont mené aussi des révolutions. Une révolution, ça s'organise. Nous avons raté plein de rendez-vous historiques dans notre pays. Nous avons aussi vu dans notre pays comment ces révolutions, dans quelles circonstances elles ont pu réussir. Notamment la conférence nationale, comment elle s'était organisée, comment elle s'était préparée. Alors donc, aujourd'hui, quand vous organisez une opération qui mène à un changement, à une révolution, mais il faut que d'abord, qu'il ait un chef. Nous n'avons pas eu un chef qui était, lui, leader du mouvement. Tout le monde était chef. Et par conséquent... Il n'y en a pas eu non plus en Tunisie. Non, si, en Tunisie, je vais vous démontrer. Je vais vous démontrer. Donc, il n'y avait pas eu un leader qui devait être à la tête et prendre tous les coups. Et quand vous faites aussi un mouvement comme ça, vous devez être en lien avec la communauté internationale. De quel est le pays ou quelle institution avec laquelle nous avons travaillé pour que nous arrivons à faire bouger les choses pour qu'ils nous soutiennent. Rien. Bon, donc, ça veut dire que vous n'avez rien fait vous-même. Ça veut dire que vous n'êtes pas... Vous n'êtes pas en relation avec ceux qui sont sur le terrain, puisque vous êtes ici en Europe, vous sillonnez le monde. Pourquoi n'avez-vous pas mis votre carnet d'adresse ou vos compétences? Mais je peux vous dire une chose, la difficulté, je viens de vous dire que ça fait depuis 1997 que je suis dans le combat. Monsieur le président Lissouba était un président légalement élu, donc légitime. Et pourquoi on a échoué? Parce que dans le contexte de notre pays, tout le monde est chef. Tout le monde ne peut écouter personne. Tout le monde, même ceux qui ont contribué à l'échec de la démocratie. Alors, dans la mesure où vous avez un monstre, parce qu'une organisation avec 1000 têtes, ça devient un monstre. Et qui peut t'écouter? Moi, j'étais en contact avec certains leaders au pays. Je les ai appelés constamment. Ils le savent. Pendant que je parle, ils vont écouter ma voix. Ils savent que je les ai appelés. Ils savent que je leur ai demandé ce qu'il fallait faire. Ils savent qu'un combat comme ça, il fallait que l'extérieur et l'intérieur soient en phase pour que vous puissiez gagner le combat. Mais si vous menez un combat déconnecté de l'extérieur, comment voulez-vous avoir la victoire? Comment voulez-vous que les gens vous soutiennent? Alors, il y a une autre... Et puis je voudrais ajouter, s'il vous plaît, il faut que nous sachions une chose, que lorsqu'il y a un combat de rue, le combat de rue a une durée de vie, c'est 48 heures. À partir de 48, après 48 heures, si vous n'avez pas réussi, c'est fini, c'est un échec. Donc, nous avons fait ce combat, il y a eu des morts à Pointe-Noire, il y a eu des morts le jour où tout le pays était dans le chaos. C'est moi qui donnais les informations à la communauté internationale. Mes collaborateurs le savent, c'est avec lesquels alors, nous avons fait ce travail. J'entends bien. Alors, il y a d'autres analystes de la situation politique congolaise qui disent que la désobéissance civile a été un échec parce que ce jour-là, il a été constaté que le pays était coupé en deux. La désobéissance est faite dans le sud du pays, mais pas dans la partie nord du pays. Et excusez-moi de le rappeler, vous êtes de la partie nord du pays.
Est-ce que vous avez fait le même constat et pourquoi les ressortissants de la partie nord du pays n'ont pas manifesté ce jour-là? Mais c'est faux, justement, c'est là où on dit, même si je n'étais pas physiquement au Congo, je suis au Congo, j'appelle, j'ai des réseaux, j'ai le crack et la structure, elle est bien implantée dans tout le pays. Mais ce qui se passe, c'est ce que je suis en train de vous dire. La partie nord du Brazzaville, pas du Congo, de Brazzaville, dès que ça a commencé, les chars sont allés bloquer ces gens pour descendre. Tout comme ceux qui devaient venir de l'intérieur du pays. À Bakongo, c'est pareil. Les chars, les gens étaient organisés. Les gens, lorsqu'ils avaient reçu le premier meeting, ce premier meeting, s'il y avait une action, parce que c'était une surprise, il aurait pu y avoir des résultats. Mais dès lors que vous annoncez pas à la radio, à la télé, que nous allons faire ceci, nous allons faire cela, vous donnez des armes à l'ennemi. Et l'ennemi se prépare, il vous attend. Mais c'est ce qui s'est passé. Les gens étaient prêts parce qu'ils savaient déjà que leur vie, leur système était mis en jeu. Ils se sont organisés pour empêcher la descente des militants dans les différents quartiers. Mais ce n'est pas vrai. Lorsqu'ils avaient fait le meeting, le premier meeting qu'ils avaient réussi, mais c'était tout le pays, c'était tout Brazzaville. Il n'y avait pas du nord, du sud, de l'est. Mais ceux qui font ces analyses très souvent, ce sont ceux qui prêchent toujours l'arme de la division du pays, l'arme d'intox, la séparation. Mais on ne peut pas, dans un pays, mener un combat avec la haine des uns contre les autres, et surtout quand vous êtes tous concernés dans ce combat. Ce qu'il faut savoir, qu'est-ce qui nous divise, qu'est-ce qui nous unit, et travaillons dans ce qui nous unit. Dans ce qui nous unit, c'est la liberté, c'est le changement. Ce qui nous unit, c'est le pays. Ce qui nous unit, c'est l'avenir de notre jeunesse. Ce qui nous unit, c'est la paix, la sécurité du peuple congolais. Donc, on ne peut pas raisonner en termes du nord, du sud, dans une action. La preuve, justement, je suis du nord. Et je suis le premier à dire, je vais affronter le système en place. On en viendra, mais oui, Sousa. Pour dire que ce n'est pas une affaire du Nord. Est-ce que finalement, au Congo, à moins que vous ne fassiez pas ce constat-là, est-ce que le rapport du pouvoir n'est finalement pas régional? Est-ce que malgré, on le sait tous, M. Sassou, en tout cas, son régime ne profite qu'à quelques-uns, est-ce que malgré tout, les frères ou les ressortissants du Nord ne se sont pas dit finalement, avec cette révolution congolaise, le pouvoir passerait au Sud et qu'on perdrait quelque part quelque chose? Je vous donnerai quelques détails lorsque nous allons arriver réellement sur les raisons de ma candidature, ma motivation. Mais je réponds immédiatement à votre question. Je suis conscient, et c'est pour cela que je me suis engagé. Je suis conscient que les uns et les autres dans le pays prônent ce message, ce discours, le discours de division. Ce discours, mais ils oublient qu'autour de M. Sassou, il n'y a pas que les gens du Nord. Sa femme est d'abord de Pointe-Noire. Et autour de lui, il a des ministres qui ne sont pas du Nord. Il a celui qui fait son ministre de la Communication qui est venu vendre le projet de constitution ici en France. Mais il n'est pas du Nord. Il n'est pas Mboshi ou Teke ou je ne sais pas qui. Donc, ces raisonnements-là, il faut qu'on arrête avec ça. Ça, les Congolais ont d'autres problèmes, préoccupations, que continuer à nous endormir sur l'histoire du Nord-Sud. Ceux qui vivent de l'affaire, mais même là, aujourd'hui, comment vous appelez ça, l'IDI, la plupart des ministres aujourd'hui qui sont opposants. L'IDC. Mais ils sont pas tous du Nord. Mais ils étaient où? Ils n'étaient pas avec Sassou au pouvoir jusqu'à maintenant. Mais comment on peut continuer à perdre la raison pour pouvoir parler du Nord, du Sud, alors que nous avons d'autres préoccupations dans le pays, nous avons d'autres besoins qu'il faut absolument résoudre. Les attentes des Congolais sont tellement énormes qu'il faut trouver des solutions. On va y revenir, M. Sousa, oui, lorsqu'on parlera de votre candidature. Oui. Monsieur Romain Bédel Sousa, vous êtes donc candidat à la présidence aux élections présidentielles de 2016. J'ai envie de vous poser la question, pourquoi vous accompagnez M. Sassou Nguesso aux élections? Tout le monde sait que les conditions ne sont pas remplies. Est-ce que vous avez des conditions particulières comme vos collègues de l'IDC Focal? D'abord, déjà, je vous conseille de retirer le mot accompagner, parce que ça ne me ressemble pas, ce n'est pas ma nature, ce ne sont pas les valeurs qui sont les miennes. Sousa n'a jamais accompagné quelqu'un. Sousa adhère à un projet, comme j'ai adhéré à la vision de Souba. Et donc, je pense qu'un homme
qui n'a jamais... Pourtant, les gens parlent, permettez-moi que je vous l'explique. Je ne confonds pas le pays avec les liens de famille. J'ai déjà montré dans le passé que ça ne marche pas avec moi comme ça. Je ne confonds pas. Dans la mesure où j'ai dit qu'aujourd'hui, c'est maintenant le temps. C'est le jour du Congo. 2016, c'est la date qui doit être inscrite dans la vie de notre peuple comme dans le passé. 2016, c'est l'année où les longues nuits, les nuits ténébreuses doivent laisser la place à la lumière qui doit briller sur notre pays afin que nous puissions vivre glorieusement notre devise. Alors, donc, moi, je n'accompagne pas monsieur qui que ce soit. D'abord, je ne sais pas qui sera candidat. Je suis candidat à l'élection présidentielle pour apporter le changement dans mon pays, pour apporter l'unité nationale dans mon pays, pour apporter le bien-être dans mon pays, pour effectivement faire que le Congo le retrouve son rayonnement dans le monde entier. Alors, donc, je n'accompagne personne. D'accord. Alors, on va parler de cette élection présidentielle du 20 mars 2016. Pourquoi on parle d'accompagnement? On l'a vu en amont, mais on n'y reviendra plus. On dit que cette élection-là, c'est cautionner la constitution illégitime de M. Sassou. Vous avez répondu à cette question. Est-ce que, pour vous, les conditions d'une élection libre et transparente sont remplies au Congo? Elles ne sont pas remplies. Et comme elles ne sont pas remplies, pourquoi vous vous présentez? Justement, comme elles ne sont pas remplies, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord, pour revendiquer ces droits, il faut faire partie de ceux qui sont légalement reconnus comme étant les ayants droit. Si je ne suis pas candidat, si je suis l'éternel opposant ou résistant, je peux crier à plus de 6 ou 7 000 kilomètres du Congo, ma voix ne sera jamais entendue. En tant que candidat, sachant qu'effectivement, nous avons un problème réel lié à la gouvernance électorale, et je dois me battre par tous les moyens afin que cette élection devienne une élection acceptable pour tous, crédible et transparente. C'est ce que je suis en train de faire depuis que j'ai annoncé ma candidature. Concrètement, oui? L'IDC et le FROCAD ont dit vouloir participer à cette élection présidentielle de 2016 si certaines conditions étaient réunies. Le fichier électoral, qui aujourd'hui on le sait est tripatouillé, une commission indépendante pour organiser les élections. Est-ce qu'à votre avis, ces conditions sont réunies? Je ne sais pas ce qu'on entend par l'USDC, FOCAD, je ne sais pas. Bon, si c'est une organisation... Quelles sont les conditions? Bon, alors, non, attendez. Si ce sont les organisations, mais l'organisation, le pays ne repose pas sur la vie d'une organisation, la vie d'une équipe. Moi, je suis Congolais dans mes pleins droits. Maintenant, si les gens qui hier, ont cautionné les mêmes problèmes, qui ont participé justement en 2009 à soutenir ce système, sachant qu'il n'était pas bien, sachant que la loi électorale qu'ils ont aujourd'hui, hier, n'était pas bonne. Moi, j'étais candidat en 2009. Et je sais pourquoi. Attendez, s'il vous plaît. Je sais pourquoi, je vous en prie. Est-ce que vous avez des conditions? Non, mais les conditions, je viens de vous le dire. Mes conditions, c'est que je suis acteur et je suis en plein dans le combat. Et je dois revendiquer mes droits, à savoir préparer une élection avec une forte implication de la communauté internationale qui doit vérifier la fiabilité du fichier électoral, le recensement qui était... Moi, j'ai le tableau, je l'ai distribué partout, là où ils savent... Puisqu'on parle, excusez-moi, monsieur, la parole, excusez-moi, puisqu'on parle du fichier électoral. Oui. Alors, ce fichier électoral pose problème depuis que M. Sassou est revenu au pouvoir par les armes. Les dissidents du PCT qui sont aujourd'hui opposants, l'opposition ou la résistance dont vous faites partie a toujours demandé que le fichier électoral soit revu. Est-ce que vous pensez réellement qu'en un mois, puisqu'on est à peu près à un peu plus d'un mois de cette élection présidentielle, est-ce qu'on pourra revoir ce fichier? C'est tout à fait impossible. Je vais vous dire une chose. Le problème du fichier électoral, je venais de vous dire que j'avais élaboré une feuille de route au sein de laquelle j'ai dénoncé tous ces problèmes. Certains membres de FOCAD savent bien que je les ai reçus, certains ici, quand ils faisaient les élections
législatives et locales à l'époque. Le fichier, je le connais parfaitement bien. J'ai même développé ce fichier dans ce sens qu'il a été, à mon avis, présenté à la communauté internationale. Donc, le problème, il est réel. Nous connaissons exactement quelles sont les villes ou les localités qui posent problème dans ce fichier. Une électorale, s'il vous plaît. Non, je vous en prie, je vais répondre à votre question. Le fichier électoral. Je vais répondre à votre question. Non, je vous dis que ce n'est pas possible. Voilà ce que si ce n'est pas possible. Je suis en train de vous dire ceci. Je suis en train de vous dire ceci. Qu'une élection se gagne justement par le fichier électoral, le recensement. Alors, dans la mesure où on connaît là où effectivement ce fichier électoral pose problème, si vous avez réellement une réelle implication de la communauté internationale qui est de votre côté, l'élection peut se reporter. On a vu des élections, des dates se reporter. Le tout dépend de la manière dont nous allons nous allons défendre notre cause, vendre aussi notre argument. Mais je suis là pour ça et je suis candidat pas pour échouer, pour changer la situation de notre pays. Et je vais y arriver. Je me bats pour ça. Et j'y arriverai. Donc, ne me citez pas le nom de telle organisation, quand je sais là où ils ont amené le pays, dans la situation où nous sommes. Ils savent que Sousa n'a jamais été avec eux. Ils savent que Sousa n'a jamais été complice de quoi que ce soit. Je ne me suis jamais plié derrière qui que ce soit pour se servir après devenir opposant. Je suis celui qui est resté résistant depuis que je suis sorti le 15 octobre 1997. Je suis ce Sousa-là qui tient. Aujourd'hui, c'est mon temps, c'est mon jour. Alors, et je me lève pour le changement. Alors, il s'opérera, ce changement. On va y revenir. Alors, oui. moi j'ai une question sur votre éligibilité. Est-ce que finalement, votre candidature n'est pas tout simplement un coup de pub? Je m'explique. Il faut avoir résidé 2 ans au Congo pour se présenter à l'élection présidentielle et tout le monde sait que vous résidez principalement en France. Est-ce que finalement vous ne craignez pas que votre candidature soit rejetée? Je n'ai pas lu ça dans quel article. La loi électorale n'est pas encore promulguée. On est juste en train de l'amender, mais voilà, maintenant je ne vois pas ce passage. Maintenant, oui, s'il fait partie, mais ce n'est pas dit dans sa constitution, s'il tient compte de sa constitution. Une loi électorale doit être l'esprit de la constitution. S'il organise les élections en fonction de sa constitution qu'ils ont promulguée, mais cette loi, cet article ne figure pas. Ça, c'était reconnu dans la Constitution de 2002 qui était abrogée, qui était annulée. Donc aujourd'hui, toutes ces dispositions ont été abrogées avec la Constitution de 2002. Et de toute façon, si les gens changent de constitution ou modifient les articles en fonction de leurs intérêts, moi, ce que je sais, c'est que je suis Congolais à part entière. Et j'ai le même droit que tous les Congolais. Pour la première fois, je trouve une belle occasion. Parce qu'en 2009, je n'étais pas prêt. Là, je suis prêt. J'ai travaillé pour ça. Pour apporter un changement dans mon pays. Et je vais y arriver. Vous verrez, parce qu'on n'est toujours pas obligé de s'agiter, de faire beaucoup de bruit pour montrer qu'on est capable. Mais tout ce qui compte dans le combat que nous menons, on peut être dans la rue, on peut être où. Ce qui est très important, en toute chose, il faut considérer la fin. Et puis ensuite, c'est les résultats qui comptent. Alors, moi, je suis candidat, on verra les résultats. Nous sommes là, dans le bateau, pour la conquête du changement dans mon pays. On verra la fin. Et la fin nous le dira. Alors, et je vous le dis que je suis prêt. Sousa, oui. Vous êtes prêt, tant mieux. Je reviendrai tout à l'heure sur quelques volets de votre candidature. J'ai envie de vous poser une question personnelle. Est-ce que vous êtes riche financièrement? Merci, c'est une très bonne question. En tout cas, c'est la question. Oui, pourquoi parce que la première mouture de la loi électorale au Congo a été donc votée par la Chambre basse. C'était le jeudi dernier. Hein, donc on est aujourd'hui, c'était le jeudi dernier. Et pour se présenter à l'élection présidentielle, on est passé, les candidats devront, j'ai pas envie de dire payer, mais en tout cas, oui, on est passé de 5 millions à 25 millions. Est-ce que vous aurez 25 millions de francs CFA
à déposer au ministère de l'Intérieur. C'est pour ça que je vous ai posé la question de savoir si vous étiez un homme riche. C'est une belle question. De toute façon, cette question m'intéresse dans ce sens que, d'abord, en dehors de ceux qui ont pillé le pays, qui peuvent ou qui ont dirigé avec ce système, qui en ont amassé, gardé. Bon, si vous étiez ministre de Sassou, c'est facile pour vous. Si vous êtes au pouvoir avec lui, c'est facile pour vous. Mais nous autres, si réellement je porte un projet crédible, un projet d'espoir, je trouverai des partenaires. Obama est venu aux élections, il n'avait pas d'argent. Et je connais plein de chefs d'État qui ont été élus, qui n'avaient pas d'argent. Mais malheureusement, pour eux, quand tu trouves l'argent, qu'est-ce qu'ils disent? C'est le pouvoir. Mais je viens de vous dire que je ne dépends de personne. Celui qui peut dire ça doit m'amener des preuves. Autrement, il aura affaire à la justice. Moi, je ne dépends de personne. Alors, l'argent, nous avons travaillé durement avec mon équipe. On a souffert dans les sacrifices jusqu'à arriver à ces jours-là. Maintenant que nous sommes arrivés à ces jours, nous trouverons les partenaires. Alors, M. Souza, puisqu'on parle d'argent, beaucoup disent que se présenter à l'élection présidentielle rapporte beaucoup d'argent. Parce que M. Sassou voudrait avoir des candidats en face de lui et qu'il financerait tout candidat à l'élection présidentielle. Et beaucoup disent, puisque votre village natal n'est pas loin de celui de M. Sassou Nguesso, que vous seriez financé par M. Okemba, qui est son neveu, bref, que vous avez des subsides, en tout cas conséquents, qui viennent du pouvoir. Qu'en est-il? Merci beaucoup pour cette question. Accordez-moi vraiment le temps pour que je vous donne la réponse qui convient. Dans la mesure où ça c'est la 4e fois que je réponds à cette question. Pendant des conférences, j'ai toujours répondu à cette question. Malheureusement, mes compatriotes, surtout qui sont à Paris, et qui ne suivent peut-être pas les choses ou qui ne connaissent pas l'homme, s'appuient sur le mensonge. Vous savez, un esprit de mensonge, c'est un esprit très dangereux. Moi, je ne nie pas mes origines. Je suis fier d'être de la commune d'Abala. Mais cela ne m'a pas empêché aujourd'hui d'aimer mon pays. Je ne peux pas aimer les Congolais si je ne peux pas aimer les gens de ma population. J'ai montré par A plus B que j'étais le fils de tout le monde dans cette contrée pour avoir fait des réalisations dans cette contrée au plan humanitaire. J'ai eu l'occasion, moi, sous ça, de rencontrer le président Sassou. J'aurais pu le rencontrer. Quand je suis allé en 2005 avec un groupe de jeunes de Pontet, l'ambassadeur, il est encore là. Il voulait que je le rencontre, je ne l'ai jamais rencontré. Je n'ai jamais serré la main du président Sassou. Je ne connais pas physiquement Okemba. Je le vois par la photo comme il voit par la photo. Je ne connais pas ce monsieur. Alors, lorsque un ancien ministre du président Sassou vient ici, tient un discours à la gare de l'Est, à l'hôtel Ibis, je crois Ibis, où vous pouvez citer son nom, on en veut savoir. Bon, de toute façon, je préfère aussi le citer parce que j'en ai assez. Voilà, j'en ai assez. Alors, donc, c'est Mathias Njo, un frère que j'aimais beaucoup, qui vient ici mentir à mon nom. Bon, il n'est pas mon concurrent. Le combat, c'était comment arriver à faire partir ce pouvoir, changer les choses. Mais ce sont eux qui ont servi et qui ont aidé ce pouvoir à faire ce qu'ils ont fait au niveau du pays. Mais quand on vient ici, devant les Congolais, dire que je reçois l'argent d'Okemba, alors qu'Okemba, je ne le connais pas, alors que tous ceux qui travaillent avec moi savent combien ils souffrent pour sortir 1 euro pour organiser les activités du crack. Mais ça, c'est quand même, je ne dis pas que c'est une insulte, mais c'est très grave pour ceux qui sont appelés à diriger la destinée d'une nation. Moi, je ne connais pas Okemba, je ne l'ai jamais tenu la main, il ne me connaît pas. J'aurais pu, mais pourquoi ils n'ont pas dit ça? Hier, quand j'amenais le groupe de plus de 40 médecins pour aller vacciner les gens au Congo, pourquoi ils n'ont pas dit ça à cette époque? Mais j'étais financé par qui? Par les collectivités locales françaises. Donc, je suis spécialiste de projet. Je sais que dans un projet, comment on peut chercher l'argent? Mais je ne dépends pas de l'argent de la corruption. Je ne dépends pas de l'argent sale. Ceux qui viennent ici raconter des saloperies sur mon nom, ça c'est le manque du respect. D'abord pour eux-mêmes, pour leur propre famille. Parce qu'un homme d'un certain âge ne peut pas mentir. Quand tu mens, l'esprit de mensonge finit par te condamner.
Je ne suis pas, bien entendu, mais comment je ne peux pas dire que ma commune est distante de 75 à peu près environ d'Oyo, de Sassou. Mais ce n'est pas parce qu'on fait la politique qu'on ne reconnaît plus ses origines. Je serais faux vis-à-vis des Congolais si je ne peux pas dire la vérité. Mais autour de moi, au niveau du crack, allez voir sur le site, les cadres Congolais qui m'entourent, ils ne sont pas de chez moi. Ils ne sont même pas aussi de la partie nord du Congo. Parce que je suis ce Congolais-là, ce compatriote-là qui tient à sa nation, qui tient à l'unité de la nation. J'avais mille raisons d'abandonner le combat avec Ilisuba, rejoindre le président Sassou, comme certains qui étaient le proche de Ilisuba l'ont fait. Mais je ne l'ai pas fait. Alors, donc ces injures, cette façon de calomnier les gens, je crois qu'il faut qu'on en arrête là, parce que je ne peux plus accepter ça. Moi, je ne dépends pas de l'argent du pouvoir. J'aurais pu le faire. J'aurais pu aussi aller chercher, commander des postes comme certains l'ont fait. Je suis là, en train de trimer comme tout le monde. Donc, si je m'engage, et demain, les gens verront combien certains qui voudront m'aider, parce qu'ils pensent qu'il faut changer la situation du Congo, parce qu'ils pensent qu'il faut effectivement que la souffrance et l'oppression s'arrêtent au Congo. Demain, ils vont dire que voilà, c'est hier, on vous le disait, sans preuve surtout. Alors, le mensonge, il n'amène jamais de preuve. Vous êtes journaliste. Combien vous a amené les papiers pour dire voilà, monsieur Sousa a fait ça, voilà la preuve. À l'issue de cette interview-là, on ne sait pas, on va faire des investigations. Absolument. Vous venez de dire que vous êtes spécialiste de projet, vous êtes candidat à la présidence de la République au Congo. Est-ce que vous avez un projet de société comme votre bien-aimé président Lissouba, ou est-ce que c'est comme tous les candidats on veut être président de la République, son projet. On a des anciens ministres qui veulent être candidats et les Congolais attendent toujours les projets. Qu'en est-il de votre part? J'ai un projet cohérent, adapté aux attentes des Congolais. Le projet que j'ai, il était conçu depuis 2009. Il est mis sur le site du CRAC. Beaucoup de Congolais, surtout dans le site des Engamambou, l'avaient consulté. Et je pourrais vous dire, si vous regardez le contenu de mon projet, vous verrez certaines réalisations qui ont été faites par ce pouvoir. S'ils ont copié dedans. Donc j'ai un projet cohérent. C'est bien si on vous copie, ça veut dire absolument, j'ai un bon projet. C'est pour cela que je vous le dis. Maintenant, ceux qui veulent connaître le contenu de ce projet, ils pourront justement consulter le site du CRAC pour voir ce projet. Mais il est adapté il est actualisé. Il est actualisé. Mais vous savez que je viens de vous évoquer des problèmes qui sont le mal, la racine du mal congolais, notamment le tribalisme. Il faudra un jour arrêter ce phénomène. C'est un cancer qui tue notre pays, qui va empêcher le développement de notre pays. Donc j'ai un projet, j'ai une vision comment arrêter le tribalisme au Congo. Pourquoi le tribalisme? Parce que vous avez un problème de gouvernance. Lorsque vous avez un pays où les cadres ne sont pas mis en valeur, lorsque le système n'est pas décentralisé pour essayer de mettre en compétition les différentes régions, lorsque les gens ne sont pas responsabilisés, lorsque les Congolais ont perdu le génie inventif et la créativité pour vivre que de la corruption, de facilité, et on vous donne l'argent pour vous nommer, on prend les gens qui sont compétents, on les laisse de côté pour mettre les gens qui ne valent, qui ne méritent pas le poste, et ça nous crée justement de frustration, ça nous crée un peu le délire. Les Congolais sont en train, certains sont en train de délire, c'est à cause de toutes ces souffrances. Maintenant, le projet que moi j'ai, c'est pas pour rien que depuis 2009 jusqu'à ce jour, mon équipe et moi-même, nous avons pris le soin d'identifier, chercher, dénicher les cadres, là où ils sont dans le continent, dans le monde entier. Parce que nous voulons mettre le Congolais au cœur du développement de ce pays. Alors, donc... J'ai bien compris, vous allez m'excuser. On va bientôt conclure. Vous parlez de projet, vous parlez des Congolais, mais il vous est quand même fait le reproche de ne pas vous impliquer dans les actions qui sont menées, par exemple ici à Paris, avec les autres membres de la diaspora. On ne vous voit pas beaucoup. Beaucoup disent que M. Sousa ne s'implique que lorsqu'il est chef. Lorsqu'il n'est pas chef, vous ne le verrez pas. Comment vous allez faire mais c'est normal. Mobiliser les gens autour de votre projet? Justement, ils ont raison. Ceux qui disent ça, ils ont raison. Parce que je suis dans le combat depuis 1997 et je viens de vous le dire.
Et j'ai vu que nous tournons en rond, nous faisons le sur place. Je ne peux pas répéter les mêmes choses qui n'ont pas abouti hier. Un homme qui fait la même chose, un homme, si on te trompe une fois, deux fois, la troisième fois c'est que tu es minable. À moins que nous faisions le jeu pour se faire voir. Je ne suis pas là pour me faire voir. Je suis là pour travailler, chercher des solutions pour libérer mon pays. Dans ces conditions, je peux être concentré sur l'essentiel. J'ai eu des occasions ici où j'ai demandé à mes compatriotes de former un front. Le front dont on parle aujourd'hui, j'étais le premier à vouloir l'initier, mais ça n'a pas marché. J'ai vu au niveau de mon parti que pour les Assises nationales du Congo, dont je connais les principaux animateurs, vous aviez été invité et on ne vous a jamais vu. Jamais, en aucune fois, j'ai reçu l'invitation. L'idée des assises est partie d'Antoine Keoul. Et nous l'avons discuté ensemble. Nous avons parlé de ça ensemble. Ce garçon-là, que j'apprécie beaucoup. Et à l'occasion, je lui ai dit, c'était à l'issue de la conférence de presse que je vais organiser pour soutenir Tchourou. Au sortir de là, j'avais fait un appel de rassemblement des Congolais, qu'on se retrouve, qu'on se mette ensemble. Avec un certain nombre de camarades, nous avons travaillé. Et puis ensuite, Keoul a eu l'idée d'organiser à Sévron cette rencontre où personne ne devait être chef. Ils se sont retrouvés et quand ils ont fait ça, et puis finalement, ça aboutit aux assises. Mais croyez-moi, mais c'est tout ça dans la façon, dans la méthode. Permettez-moi. Là, dans la vision qui est la mienne. Mais les assises nationales, j'avais dit à certains, nous pouvons aujourd'hui faire les assises de la diaspora, mais les assises nationales se font au pays, avec tous les acteurs. Quand vous faites les assises nationales à l'extérieur, quel sera l'impact de cette opération, de cette action par rapport à la vie de la nation, à la vie des populations? Dites-moi aujourd'hui, quel est le bilan de ces assises, vous qui avez été présent? Alors, Monsieur Souza, on arrive presque au terme de notre interview. Vous êtes candidat à la présidence de la République de mars 2016. Nous sommes ici à Paris. Vous rentrez quand au pays, en sachant que Monsieur Bounkadia, qui est rentré hier 15 au pays, 15 janvier donc, a été arrêté. Est-ce que vous n'avez pas peur pour votre vie? Non, mais je n'ai pas peur aujourd'hui. Moi, je suis père J'ai déjà des petits-enfants. À mon âge, justement, c'est là où les gens ne me connaissent pas. Et si je m'engage pour aller au Congo, ce n'est pas pour jouer. Je n'ai pas peur de la mort. Je n'ai pas peur de quoi que ce soit. Tout ce que je fais, c'est la justice. Je me lève pour la justice. Je me lève pour la justice. Et c'est pour cela que je vous dis honnêtement que j'ai pris aussi le soin de travailler correctement, de préparer ce moment. Bon, ce qui est sûr, je vais rentrer imminemment. J'ai une grande conférence à faire d'ici la fin du mois. Dès que je finis, je rentre. Bon, maintenant, la suite, on verra. Pour le moment, je ne peux pas prédire ou vous donner ce qui va se passer demain. Moi, je vais au Congo pas en tant qu'aventurier, en tant que candidat à l'élection présidentielle dans mon pays. Je prends les précautions ici. J'ai pris, mes collègues, mes collaborateurs vont prendre des rendez-vous à l'ambassade de France du Congo, à l'ambassade du Congo en France. Je dois annoncer officiellement mon départ. Mais M. Bounkadia l'a fait aussi. Hein. Ben oui, je sais, justement, on ne l'a pas empêché de l'arrêter. Il a très bien fait. Il a très bien fait. On l'a arrêté, il faudra qu'on lui dise pourquoi on l'a arrêté. Est-ce qu'il a préparé un coup d'État? Est-ce qu'il a tué quelqu'un? Est-ce qu'il a fait du mal à quelqu'un? Nous parlons des droits de l'homme, nous parlons de la liberté, nous parlons de l'égalité. Pourquoi on l'a arrêté? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais pour ce qui me concerne, je n'ai pas peur de ça. Je vais y aller. Je suis candidat pour apporter le changement dans mon pays. On verra sur le terrain. Alors, Monsieur Souza, beaucoup de gens disent qu'on ne fait pas partir un dictateur par des élections. Pour compléter mon propos, beaucoup disent que M. Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir par les armes. Il ne pourra le quitter que par les armes. Que dites-vous de cette assertion? Mais écoutez, aujourd'hui, si je me suis mis dans la résistance, c'est parce que je ne suis pas quelqu'un qui supporte
le massacre des Congolais. Parce que je pense que nous devons utiliser tous les moyens pacifiques pour résoudre les problèmes de notre pays. Ce que je sais, c'est que au Burkina Faso, Blaise, pour lequel j'ai beaucoup de respect, est parti du pouvoir sans être chassé par les armées. Et en Tunisie, Ben Ali est parti du pouvoir sans qu'on ait utilisé les armées. Moubarak aussi est parti du pouvoir sans pourtant qu'il y a eu un seul coup de fusil qui a été tiré. Oui, excusez-moi. Alors, donc, par les militaires, mais chez nous, l'armée est tribale. Oui, justement, l'armée tribale, mais je peux vous dire une chose. Excusez-moi de dire ça, l'armée Mboshi, elle est de chez vous. Je peux vous dire une chose. C'est des faits que nous regrettons, justement. C'est parmi mes projets, ce que je vous ai dit, c'est qu'il faut réformer le système des forces armées congolaises. Ça, je vous l'ai dit. Bon, maintenant, aujourd'hui, je peux vous dire que les gens qui tuent les Congolais, qui sont massacrés, poser la question à ceux qui ont été mis en résidence et surveillés pendant les événements. Attendez, pardon, c'est très important. Monsieur Kolela, oui, pour qu'on c'était des étrangers. Voilà, donc ils ont vu les étrangers, ce n'étaient pas des Congolais. Alors, donc l'armée congolaise n'est pas en train de tuer les Congolais. Ce n'est pas une affaire d'armée. Mais par contre, ce sont les éléments étrangers dont je vous ai fait état tout à l'heure, qui ont été recrutés pour tuer les Congolais. Je peux vous dire une chose, certifier une chose, qu'il y a ce qu'on appelle une réserve d'Oyo. La réserve d'Oyo n'est pas composée des Congolais. Mais bien entendu, il y a eu quelques Congolais miliciens qui ont été recrutés dans la milice actuelle, mais ils ne sont pas nombreux. Donc, quand vous parlez de l'armée congolaise, de l'armée de Mboshi, ça n'existe pas. Soyons des Congolais, aimons nos compatriotes, évitons cet amalgame Mboshi-Tshishi. Mais écoutez, moi tout ce que je peux vous dire, c'est que le pouvoir, pour faire partir Sassou, on n'est pas obligé d'utiliser les armes. Utilisons ses propres méthodes. Il veut organiser une élection. Allons-y, organisez cette élection. Mais quand vous voulez revendiquer ce dont vous avez droit, juridiquement, vous êtes crédible, vous êtes protégé. Ne soyons pas dans l'illégalité. Moi, je ne suis pas le partisan. Je ne cherche pas le pouvoir pour tuer le Congolais. Je ne veux pas que mes mains aient le sang des Congolais, parce que le Congolais m'est très cher. Mais ce que je vous dis, Sassou, le système, parce qu'il n'est pas candidat, il n'a pas encore dit qu'il est candidat. Moi, je vous dis que le changement va s'opérer en 2016 sans utiliser les armes. Ici, je m'adresse à tous les Congolais, y compris à la communauté internationale, parce que cette émission ne s'adresse pas qu'aux Congolais, c'est à tous les Africains, c'est aussi aux décideurs de ce monde entier, parce que votre lien, croyez-moi, je l'enverrai partout, partout où je suis passé, ils auront ce message. On vous remercie, Monsieur Romain Bédel Soussa. Est-ce que vous avez, mais vraiment rapidement, un dernier mot, et on va s'arrêter là. Mon dernier mot, c'est d'inviter à tous mes compatriotes. Arrêtons de perdre notre temps, mettons-nous debout pour l'essentiel. Mettons-nous debout afin que les 33 ans de nuit noire, de longues nuits noires, fassent place à la lumière qui doit briller au Congo pour éclairer le cœur de chaque Congolais. Donner l'espoir à chaque Congolais. Mettons-nous debout comme le dit notre hymne pour que notre devise unité, travail congolais devienne une valeur dans nos cœurs, dans nos vies, et une valeur qui doit nous impulser vers le réel de l'homme congolais, le génie créatif et inventif de Congolais, le sens de vivre ensemble, de partager ensemble, parce que les discours sur les TINI, sur les régions, sur tout ce qui nous divise et qui malheureusement fait le lit à tous nos ennemis, ça ne sert à rien. Maintenant, il s'agit de nous lever tous ensemble pour que le Congo gagne. Et c'est la victoire du Congo sur le Congo. Nous vous remercions d'avoir participé à cette interview qui, je l'espère, va faire connaître
non seulement votre mouvement, vous-même et votre programme aux Congolais. Vous serez toujours le bienvenu sur notre site. On vous souhaite une bonne continuation et on vous dit à très bientôt, ainsi qu'aux internautes de Congo Liberty. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup, j'apprécie votre média, c'est pour cela que j'ai accepté cette invitation. On est très honorés. Et à très bientôt. Croyez-moi, c'est une bonne chose.